What's up guys, Guts MMA, we are back cette fois-ci pour UFC 326. On a le BMF title on the line. Grosse carte, beaucoup de fun match-up. 12 combats à breakdown. Mais avant tout, je vous rappelle encore une fois, si jamais il y a des fights qui vous intéressent plus que d'autres, il va y avoir les time frames dans la description. Juste en dessous, si vous voulez mieux vous retrouver. Si jamais vous voulez supporter X, Y façon, likez, partagez, parlez-en. Instagram, Guts MMA, petite barre en bas. Il y a le Patreon si jamais vous êtes intéressé à parier MMA. Du moins, avoir un petit edge sur les marchés, savoir quoi parier, pourquoi parier, tous les raisonnements derrière. C'est là que ça se passe. Et puis sinon, c'est pas mal ça. Comme je disais, on a 12 fights à breakdown. Il y en a un qui a été cancellé. C'est Gaston Bolanos versus Lee. Donc Lee qui était pas capable de faire le poids. Ça a été scrap là, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mais il nous reste quand même là, 12 fun fights là, devant nous. Et commençons là, tout en bas ici. On a Luque Fernandez qui fait son UFC début contre Rodolfo Bellato. Honnêtement, un combat que, pour ma part, je pense que ça va juste être un stay away. Rodolfo Bellato, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre là, quand il embarque dans la cage. Là. J'expliquais dans un instant. Mais bref, ici, on a 6-0 pour Fernandez, tout nouveau là, dans le game. Ça fait pas longtemps qu'il est dans le MMA professionnel. Bellato, 12-3 et 1. Le favori Fernandez pour son UFC début. 30 ans pour les deux. Un combat chez les light heavyweight. 6 pieds 3 versus 6 pieds 1. Donc léger avantage de taille pour Bellato. Et porter un pouce et demi de plus. Donc pas grand chose, mais tout de même petit edge. Communauté largement là, du côté de Fernandez. Puis voyons, on va voir les odds. Ça a bougé depuis la weigh-in. Fernandez dans les environs de moins 2,20, 2,14. Fait que pas mal semblable sur tous les markets. Donc Fernandez, on ne le connaît pas trop. Il hit hard, comme je dis, il est nouveau. Il y a beaucoup de finish là, à son actif. On va aller voir son Tapology, là, vu qu'il y a juste un fight à Contender Series. Donc vous voyez, il y a 6 victoires, 5 knockouts, une décision contre du niveau plutôt j'aurais tendance à dire. Là. 2-1, 1-0, 4-2. Un match de grappling contre Eric Enders quand même. Puis il a gagné son combat à Contender Series en 15 secondes. Fait qu'écoutez, on n'a pas appris à beaucoup le connaître là, dans ce fight-là. On a vu qu'il hit hard, qu'il a du bon ground and pound. Quand il smell le blood, il push. Mais il peut-tu sustain un gros pace pour 15 minutes? Semble avoir un grappling décent si on se fait à ses expériences, mais Bellato, c'est pas non plus un tout nu sur le tatami. Puis quand je dis Bellato, on sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Là, ben, si on regarde ses derniers combats, vous voyez, là, vert, bleu, jaune, rouge, on a l'arc-en-ciel. Donc, knockout contre Possiera, draw contre Jimmy Crute, no contest contre Paul Craig, puis là, il revient d'une loss par décision contre Navajo Sterling. Kind of chini un petit peu, j'aurais tendance à dire. Il se fait souvent blesser dans ses fights, mais il est très résilient. Il a tendance à push through it. On l'a vu à quelques reprises. Si tu ne le mets pas out complètement, comme c'est Vitor Petrino a fait, puis il me semble qu'il y a une autre... Vitor Petrino 2 fois finalement. Il va revenir, puis il va pousser quand même un pace. Il y a quand même du cardio, de l'endurance. Fait que si jamais Luke Fernandez il réussit pas à le mettre out rapidement, ce qui est possible, Bellato pourrait rendre ça compétitif un petit peu plus tard contre un Fernandez qui est pas trop prouvé encore une fois. Ça reste Bellato, même s'il est très mid, c'est un step-up en compétition là, pour lui. Fait que pour ma part, là, le gros favorite tag sur Luke Fernandez, pas un super fan. En termes de pure pick, ça va rester Luke Fernandez. Je pense qu'il va probablement gagner. Mais je suis pas super high justement sur Bellato, mais ça me surprendrait pas. Là, on a vu des choses plus crazy que ça qu'un Bellato qui gagne contre un prospect unproven. Mais je dirais le gros red flag pour moi, c'est contre Paul Craig. J'étais quand même high sur Bellato. J'étais Bellato knockout que j'avais comme pari. Puis finalement, Paul Craig qui a outstrike Rodolfo au premier round. Si tu fais paraître Paul Craig comme un elite striker, il y a clairement un problème quelque part. Fait que oui, il est tough, il y a un grappling décent, il y a un striking décent, son chin mid, il pack a punch. Mais je pense pas que son ceiling est super haut au UFC level. Je pense que Luke Fernandez a plus de potentiel. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va amener à la table
demain. Sur le pic, ça va être Luke Fernandez, mais pas avec une super haute confiance pour ma part. Next up, on a Rafael Tobias qui fait aussi son UFC début contre Diar Nurgozai. Je suis pas sûr que je l'ai bien dit, là, mais bref, vous comprendrez c'est qui. 14-1 là, pour Raphaël, 10-2 pour Diar. D'ailleurs, ses deux premières défaites sont ses deux derniers combats au UFC level. Le favori est Rafael Tobias, 22 ans contre 28 ans, donc très très jeune. C'est un baby light heavyweight. La taille 6 pieds 2 puis 0.5 pouces de plus de reach là, pour Raphaël. Fait que pas une super grosse différence. Communauté largement du côté de Tobias et je side également avec lui. Si on regarde les odds, on a Tobias moins 175, donc ça s'est resserré un petit peu. Ok, intéressant. Puis Dog Money a plus 150-ish là, pour attends, excuse-moi, c'est plus 150? Ouais, plus 150. Parfait, je pensais que je m'étais mêlé avec l'autre. Fait que, bref, si on regarde un petit peu qu'est-ce que les deux amènent à la table, on a un autre combattant qui fait son UFC début. Il y en a beaucoup des comme ça qui arrivent de Contender Series ou Road to UFC là, sur cette carte. Et du côté de Raphaël, honnêtement, je pense que c'est un bon prospect qui a du potentiel. Grosse puissance dans les mains. Nasty check hook, même son crochet arrière, là, très très puissant. Il cogne très dur, faut l'admettre. Mais aussi capable de mixer les takedowns. Il semble avoir un grappling assez solide puis un jiu-jitsu opportuniste. Il y a 6 victoires là, par soumission sur ses 14. Sa seule défaite, c'est un knockout. Donc, c'est fait crack une fois sur la scène régionale. Puis on le voit à Contender Series. Il clip là, Yair de Oliveira quand même solide. Il lui fait mal. Puis une fois au sol, il pourrait construire le ground and pound, mais il voit le dos est là, il saisit le back, puis il va sécuriser un rear naked choke sans trop de difficulté. Puis de l'autre côté, Diar Nurgazoi, bref, je pense qu'il ne vit pas aux expectations qu'on avait de lui après Contender Series. Fait que Contender Series, il y a eu un knockout head kick au deuxième round. Premier round, chaudement disputé. Là, c'est un peu slow pace, back and forth. Les deux ont des moments. Finalement, il passe un gros head kick là, au deuxième round. Beau finish, il faut lui donner. Puis il a fait son début là, contre Branson Ribeiro. Il s'est fait finir au deuxième round, Kimura, mais il s'est aussi fait knockdown au premier. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, on va vérifier. Là. Ouais, il s'est fait knockdown au premier round, donc une bonne capacité quand même de récupération. Je veux dire, il revient de ça, il n'est pas out cold, mais on voit qu'il peut se faire flash avec relative aise, on va dire comme ça, même si Ribeiro, là, il pack a good punch. Puis au deuxième round, c'est Diar qui initie le wrestling, donc il va chercher des takedowns. Puis Branson Ribeiro du dessous, il est capable d'aller sécuriser un Kimura, il fait genre un reverse, puis il le soumet de cette manière-là. Puis pour vrai, ça a eu l'air quand même assez facile. Là. Fait quand même un red flag là, au niveau du jiu-jitsu là, de Diar. Des Kimura, au début là, du MMA, on en voyait beaucoup. Mais de nos jours, dans le MMA un peu plus moderne, c'est assez rare que les combattants se font prendre dans ce type de soumission-là. Il faut remarquer qu'il y en a de moins en moins. Puis son dernier fight, qui était contre Uran Satilabdiev, je pense qu'il faisait son UFC début d'ailleurs. Puis il s'est fait Ezekiel Choke au premier round, qui est une autre soumission peu commune. Puis encore une fois, ça a été fait avec assez d'aise. C'est Diar qui se fait drop, encore une fois, donc il se fait knockdown. Puis attendez, oui c'est ça. Diar il se fait drop. Puis il réussit à récupérer un brin. Il va chercher un takedown. Uran, on va l'appeler Uran. Il réussit à le reverse avec un Kimura, justement. Il essaie d'aller chercher la même soumission là, que dans son dernier fight. Il reverse, finalement, il finit par se ramasser un top, puis il sécurise les Ezekiel Choke sans trop de difficulté. D'hier, il sait pas trop quoi faire. On dirait qu'il punch d'un bord puis de l'autre, puis il est en train de se faire étrangler. Finalement, en tape. Fait il y a un gros red flag là, sur le ground game de Diar Nurgozai. Puis contre un gars, contre Rafael Tobias, qui a plusieurs wins par soumission, qui démontre un bon fight IQ, là, même dans ses combats sur la scène régionale. Je serais pas surpris qu'il shoot un takedown rapidement, qui amène Diar au sol, puis qui essaie d'aller chercher la sub. Ça pourrait être sinon un cas de club and sub également. On l'a vu, là, il s'est fait knockdown dans ses 2 fights au UFC level. Puis sub peu après, fait qu'on pourrait voir un scénario semblable là, contre un Raphaël qui cogne très très fort. Là. Donc il blesse debout, il se fait flash knockdown au sol, il saisit l'opportunité, il va le choquer. Mais oui, ma prédiction c'est Rafael Tobias là,
par soumission. Je pense qu'il y a du potentiel à 22 ans. Il va faire du gros progrès d'un combat à l'autre. Puis d'hier, honnêtement, je suis pas certain qu'il est UFC level. So, give me Rafael Tobias par soumission là, dans ce deuxième combat sur UFC 326. Next up, on a Sumudaerji versus Jesus Aguilar. Donc, du côté là, du Chinois, on a 18 victoires, 7 défaites, 12-3 pour Aguilar. Sumudaerji qui est un décent favori, grosse cote quand même. 30 ans, 29 ans, donc semblable de ce côté-ci, un combat chez les flyweight. Par contre, là, il y a une grosse différence à prendre en considération. 5 pieds 8 versus 5 pieds 4 pour le Chinois. Et 10 pouces pratiquement de plus de range, 9,5, on va arrondir ça à 10. C'est excessivement une grosse différence, surtout là, pour la Flyweight Division. Communauté qui est tout de même là, pas mal plus serrée dans leur pic que les odds, que ce que les odds représentent. Puis on va regarder si ça a bougé un petit peu. Moins 200 pour Sou, plus 170 pour Aguilar. Il y a eu des line movement pas mal toute la semaine. Honnêtement, Aguilar dans le coin de plus 200, je trouve ça assez là, alléchant. Est-ce que je pull le trigger sur son moneyline? Je sais pas. Je peux tout de suite vous dire que j'ai un petit poke sur son sub-prop à plus 450. Je pense que c'est sa façon là, de gagner. Mais bref, si on regarde ça un petit peu plus en détail, Sumudaerji, bon combattant, bon striking. Définitivement un gros avantage là, debout dans ce match-up-ci. Oui, avec sa portée, mais je pense aussi qu'il y a un striking là, plus technique, là, définitivement qu'un Jesus Aguilar. Du southpaw stance également, là, ça à prendre en considération. Un peu on and off là, au UFC level, puis tend à se faire soumettre. Là, si on regarde son record, là, sur 7 loss, il y en a 6 par soumission. Fait que c'est quand même gros. Puis Aguilar, c'est un submission dude, c'est un grappler, c'est là sa plus grande force, là, à mon avis. Fait que pour moi, on a un gars qui a tendance à se faire soumettre assez facilement. L'autre qui a beaucoup de ses victoires par soumission, 1 plus 1, 2, à plus 450, je pense que c'est une belle value. Mais debout, ça va être chaud pour le chum Jesus. Si on regarde first, on parlait du grappling. 3 défaites par sub là, du côté de Sumudaerji au UFC level. Louis Smolka, UFC debut, Matt Schnell et Tim Elliott. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est chaque adversaire qui a réussi à lock-in une sub attempt au moins. Matt Schnell en a eu 2, mais ont réussi à le choquer. Fait que c'est pas tant un bon signe. On aime ça voir des gens qui font face à des sub-attempts, mais qui réussissent à passer au travers et gagner. Mais dans son cas, à chaque fois que c'est arrivé, il a perdu. Même contre Charles Johnson, il s'est fait grappler également, lui qui n'est pas connu pour être un gros grappler. Par contre, il faut lui donner, là, je pense que Sumudaerji a fait beaucoup de progrès au niveau de sa lutte défensive. Il se faisait beaucoup amener au sol. C'est arrivé récemment contre Mitch Raposo, par exemple, qui a un gabarit semblable à Aguilar, mais pas réussi à obtenir du control time énormément, du moins une fois au sol. Vous voyez, 1 minute 5, 1 minute 16, 1 minute 57, mais il y a aussi du temps de ça qui est dans le clinch. Il ne réussit pas à le maintenir super longtemps au sol. Puis takedown 6 sur 19, ça démontre tout de même un beau progrès de ce côté-ci. Fait que bon takedown defense, vraiment amélioré. Faut lui donner, fait que ça sera pas facile pour Jesus Aguilar d'amener le combat au sol. Par contre, s'il réussit, je pense qu'Aguilar il a un meilleur contrôle, il a un meilleur ground and pound, puis il est beaucoup plus dangereux qu'un Mitch Raposo, justement. Kevin Borjas, on peut skipper, c'est pas en tout le même genre de stylistic match-up. Oui, il a essayé des takedowns, mais c'est plus un striker. Puis du côté là, de Jesus Aguilar, ce que j'aime bien de son côté, c'est qu'il commence, il n'y a pas une tonne de takedowns, vous voyez, c'est pas le meilleur lutteur comme je disais, mais il set bien ses takedowns avec ses punches. Je pense qu'il y a du power sous-estimé également. Il n'y a pas beaucoup de knockouts à sa fiche, là. Je pense qu'il y en a juste un, puis c'était contre Shannon Ross, le combattant le plus chini de l'histoire du UFC. Fait peut-être un pass, mais récemment, on le voit avoir des moments où il rock un peu, entre guillemets, là, ses adversaires. Entre autres contre Louis Gouroulet, dernier fight, là, ça n'a pas compté comme un knockdown, là, mais il stun Louis assez solide, là, avec je pense même c'est un jab, là, puis c'est arrivé dans un autre combat contre Mateusz Mendonca, au premier round, et le stun également, fait que je pense que Jesus Aguilar il a un sneaky power.
il va se tenir loin, c'est sûr et certain, là, de la distance de Sumudaji, mais il pourrait rentrer avec des coups un peu plus wild, puis peut-être stun un Sumudaji qu'on a déjà vu blesser souvent au UFC level, puis capitaliser sur une situation de la sorte pour amener le combat au sol, peut-être sécuriser une sub. Ou sinon, les calf kicks. Jesus Aguilar, il y a des bons kicks au niveau des jambes. On l'a vu, c'est contre Mendonca aussi, je pense, là, qui rentre avec des gros calf kicks, qui fait perdre l'équilibre, puis il sert de ces situations-là pour essayer d'agripper le coup. Et la guillotine, c'est sa soumission de choix. Là, c'est ça qui a le plus à son record. Puis précisément, 7 wins par sub du côté de Jesus. Fait que je pense que c'est son path to victory. Ça va être tough, à mon avis, d'emporter une décision contre Sue. Fait que si jamais vous linez de son côté, je pense que c'est une bonne option là, également. Mais vous voyez, 1.4 sub-attempt par 15 minutes, là, je pense qu'il va finir par avoir une opportunité. Puis Sumudaji, qui est beaucoup plus grand, plus élancé, s'il donne son coup là, à Jesus, je pense que ça va être game over là, pour sa part. So, je vais slider du côté du underdog légèrement. Pas un pick hyper confiant, mais je pense que la value est de son côté. Si vous êtes du côté de Sumudaji, j'ai donné beaucoup d'arguments pour lui aussi, fait que je comprends tout à fait. Mais bref, on y va du côté de Jesus Aguilar, premier underdog de la carte. Alright, next, on a Cody Durden qui fait face à un autre newcomer, entre guillemets. Je vais même pas essayer de prononcer son prénom, je pense qu'on va l'appeler Tumen Dembedel ou Art of Knockout, son surnom. On va y aller avec son nickname, Art of Knockout, ça va être un petit peu plus simple. J'ai même moins le massacrer. Cody Durden, 17, 9 et 1 chez les pros. 9-1 là, pour le Mongol, on peut l'appeler comme ça. Aussi, qui est un slight favorite. C'est honnêtement, à moins 170, j'aime moins ça, mais il y a des books avec des prix un petit peu plus décents sur lui. Ça m'intéresse. 34 ans pour Durden à l'aube de ses 35 ans, là, vous le voyez. Et 27 à l'aube de ses 28 pour le Mongol. Combat chez les flyweight, 5 et 7 les deux. Tout de même un bon avantage de reach là, pour le Mongol. Là, on parle de 4 pouces de plus de portée. Communauté qui s'aide largement là, de son side. Et puis si on regarde les odds ici, vous voyez, là, moins 165, ça se resserre un peu. Mais il y a Betway ici là, qui ont le Mongol à moins 138. Ça me parle. Je vais peut-être le poker. Rien de fait encore, mais ça attire mon œil. Puis écoutez, Cody Durden, je pense qu'il est un petit peu au bout là, de sa carrière. Là. C'est pour ça que j'ai de la misère à sider de son côté. Bonne Buck, je pense que c'est un meilleur striker que le Mongol, clairement, dans cette situation-ci. Probablement une meilleure lutte aussi. Je pense que all around, c'est un mixed martial artist qui est supérieur. Mais j'ai vraiment de la misère à faire confiance à sa durabilité à ce point-ci là, de sa carrière. Puis un style qui ne matche pas bien, à mon avis, avec le Mongol. Si on regarde, là, avant de parler des styles un peu plus en détail, tu sais, lately, Cody Durden, il y a une tough run. Vous voyez, il y avait une belle petite streak là, au départ. Il y a eu un draw loss au UFC. Après ça, un peu d'inconstance. Puis après, pull-up. 4 victoires d'affilée. Puis là, ça l'a chauffé un petit peu. Il s'est fait soumettre par Tagir Ulanbekov, un combattant que je ne suis pas super high dessus. Puis non seulement il s'est fait sub, il s'est fait knockdown. Combat suivant, KO assez nasty contre Bruno Silva. S'est fait knockdown again. Contre Machinel, gagné par sub, mais Machinel, on sait, hein, c'est un combattant particulier. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié dans le dernier breakdown de vous mentionner, mais Machinel contre Sumudaji, si vous n'avez jamais vu ce fight-là, je vous recommande d'aller l'écouter, là, c'est complètement épique. Puis les 3 derniers combats de Cody Durden, Decision Loss contre Joshua Van, ça loue bien, la durabilité à hold on, mais il a quand même mangé 165 coups significatifs. Je pense qu'il y a beaucoup de millage, puis le corps il commence à moins suivre. C'est fait knock-out assez brutalement par José Ochoa là, en juin 2025 ici. Puis son dernier fight contre Alan Nascimento, il s'est fait sub. Mais d'ailleurs, on était du côté de Nascimento, let's go. Mais avant la soumission, c'est un combat quand même compétitif au premier round, mais il se fait stun. Nascimento qui n'est pas un power puncher by any means, puis il réussit à le sonner quand même pas pire. Ils l'ont pas compté comme un knockdown, mais c'est à ce moment-là que Nascimento il saute sur le coup puis il va sécuriser la soumission. Fait que ça vient d'un punch qui a hurt Durden là, pour débuter. Puis du côté là, du Mongol, là, si on regarde ici, c'est un finisher.
ce dude-là, il shine dans le chaos. Il est moins technique dans tous les aspects là, de Durden, mais je pense qu'il est plus durable. Il a confiance en sa durabilité. Il se bat quasiment comme s'il il se fout, il se fout de son propre bien. Il va foncer, il va trader, il n'a pas peur d'encaisser. Puis il cogne dur. Là. Il a clairement plus de power que Cody Durden. Puis c'est un dog. Il a toutes ses victoires, là, à l'exception de celle-ci contre Top King Wam par split decision. C'est tous des finishes. 2 knockouts, 6 soumissions, une split decision. Mais vous voyez, même dans sa split decision, il est allé chercher un knockdown puis 3 sub-attempts. Fait que Top King Wam, il a été bon de passer au travers cette tempête-là. Après ça, soumission première round contre ce dude-là qu'on ne connaît pas trop. Il a perdu par split decision contre Carlos Hernandez. Il avait fait son UFC début. Après ça, il a été cut entre guillemets. Il est retourné à Road to UFC. Mais vous voyez, oui, il a perdu par split decision, mais il a quand même un knockdown puis une sub à temp. Et puis son dernier combat à Road to UFC, Anaconda Choke, premier round. Fait que Cody Durden, c'est aussi un combattant qui a tendance à mettre beaucoup de pression, à embarquer dans un car crash. Fait que s'il y a deux chars qui se rentrent dedans, puis on a une Smart, c'est ça, le petit char? On a une Smart puis un Hummer qui vont rentrer en collision. C'est sûr que je vais s'aider du côté là, du Hummer. Fait que honnêtement, je pense que ça va peut-être être une tough night là, au bureau pour Cody Durden. Dommage parce que je l'aime, mais je pense que c'est vraiment pas un bon match-up pour lui. Puis qu'à ce point-ci de sa carrière, ça va pas passer. Je vais s'aider du côté du Mongol. J'aurais tendance à dire knockout probablement, mais encore une fois, un scénario de club and sub, ça ne me surprendrait même pas. Durden, qui a le wrestling dans son back pocket, il lutte souvent, mais je pense que ça pourrait même se retourner contre lui, là, contre un Mongol qui a une sub-game assez opportuniste, puis qui a une physicalité assez solide là, également. Fait que je vais aller du côté du Mongol là, pour ce combat-ci. Prochain combat, on a Alberto Montes qui fait son UFC début contre Ricky Turcios. 10-1 pour Montes, 12-5 pour Ricky. Si on regarde du côté des odds, le Vénézuélien qui est favorisé ici contre le UFC vet, entre guillemets, en Turcios. 31 ans, 32 ans. Combat chez les featherweight. D'ailleurs, Ricky Turcios qui fait son premier combat dans cette division. Il va se battre il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois-ish, je pense, contre Cameron Smotherman. Mais vous vous souviendrez, Smotherman qui a pass out à la weigh-in. Fait que Turcios a perdu son match-up. Pour la taille, 5-9, 5-7 et 71 pouces contre 79 pouces. Donc, léger avantage du côté de Turcios. Communauté largement du côté de Montes. Je cède aussi avec lui, mais par contre, peut-être pas avec des probabilités aussi élevées là, que la communauté. Ce que ça reflète. Les odds, moins 180, plus 155 live sur les marchés. Puis si on regarde un petit peu là, pour débuter côté de Montes, je pense que c'est un prospect intéressant, mais quand même 31 ans, UFC début. C'est un petit peu plus vieux, mais tout de même, je pense qu'il va nous apporter des bons fights. Il y a eu un combat Contender Series. Premier round, tout de même bien disputé contre un Carlos Calderon qui est pas un super high level by any means, mais c'est quand même un dog qui pousse un gros pace, qui n'a pas peur de trade, qui initie le grappling. Puis je veux attirer votre attention aussi, vous voyez le 5 sub à temp en un round et demi-ish. Puis la majorité des wins là, de Montes, ce sont des soumissions. Il est 6-0 à la sub. C'est un spécialiste, je pourrais dire, des front choke quasiment. Donc tout ce qui est Dars, Anaconda, il y a Guillotine, je pense qu'il y en a à sa fiche aussi. Je me garde une réserve. Là. Mais bref, il essaye d'aller chercher le coup puis de vous choke out aussitôt qu'il a l'opportunité. Puis c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Son striking, quand même décent. Il y a beaucoup de cappers cette semaine que j'écoutais qui disaient que son striking était trash, mais personnellement, je pense que Turcios n'a pas vraiment un striking vraiment meilleur. Pas le plus puissant, mais Montes qui a des bons tips, des bons front kicks, surtout avec la jambe arrière, mais aussi des bons counter-right. Je pourrais le placer vraiment souvent dans son fight contre Calderon, donc il va slipper ou sortir du range juste assez pour éviter le punch ou bloquer puis riposter avec sa droite de façon assez précise honnêtement. Puis même contre Calderon, la séquence de finish avant d'aller chercher le choke,
il est en train de piece up son adversaire là, debout. Il met un bon nombre de coups assez significatifs dessus avant d'aller chercher la sub. Je pense qu'il est capable d'opérer debout. Puis l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est il est sur le back foot une bonne partie là, du fight. C'est Calderon qui met la pressure. Mais malgré ça, il est quand même capable de bien combattre sur le reculon, de placer les coups les plus significatifs là, pour la majorité du fight. Puis quand Calderon est ralenti, puis il commence à fade légèrement, puis qu'il met la pression, ben, il opère tout autant bien. Des bons front kicks au corps qui blessent son adversaire aussi, je l'ai mentionné. Je pense que c'est quand même un prospect intéressant avec un striking décent. Même si c'est un spécialiste là, des submissions. Puis de l'autre côté, Turcios, ben, on le connaît. J'ai jamais été super fan de ce dude-là. Il y a eu un gros upset win dans la finale de Ultimate Fighter, mais depuis, il n'y a pas trop deliver, on s'entend. 2 wins au UFC level, c'est 2 split decisions, donc tendance à combattre serré. Un genre de généraliste, il est décent partout, mais il n'est pas excellent nulle part, à mon avis. J'ai hâte de voir comment que ça va se transférer, son combat, à 145 livres. Il n'était pas super physique à 135 livres, honnêtement. Manque un petit peu d'athlétisme. J'aime pas sa précision. Je pense qu'il y a 34% d'accuracy de striking à distance qui est assez mauvais. Tendance à initier, à mixer le grappling dans ses combats également, mais contre un Montes qui traite avec les front chokes et qui a un bon get-up game, je pense que ça pourrait être à son détriment. Debout, je vois ça serré, comme je vous ai dit. Puis, écoutez, Turcios, on ne sait pas trop. Là. Il a un bon volume de frappe, mais il a tendance à frapper dans l'air la majorité du temps. Fait que ça va être quand même là, difficile. Je pense que le combat debout, ça va être relativement serré. Il va finir par avoir des séquences de grappling. Je ne serais même pas surpris que ce soit Turcios qui shot. Des takedowns, ça commence à chauffer un petit peu plus debout, puis qui tombe dans un front choke, justement, contre un Montes, que c'est sa spécialité. Puis je pourrais même voir Montes blessé sur Turcios debout. Il y a un menton un peu suspect, là, on va se le dire. Il s'est fait knockdown, je pense, au premier round contre Sopage. Même au troisième round, Turcios qui est rendu sloppy, qui fade beaucoup dans ce combat-là. Il s'est fait soumettre par Rosas Jr. qu'on va break down un petit peu plus tard sur la carte. Il y a eu un bon premier round, par contre, il faut lui donner. Là. Mais deuxième round, ça s'est corsé. Fait que, écoutez, je vais aller du côté de Montes. Mais encore une fois, c'est son UFC début contre un combattant qui a plus d'expérience à ce niveau-là. Ça pourrait être un des underdogs là, qui pull up a win là, sur cette carte-ci. Mais je peux pas backer là, Ricky Turcios, malheureusement. Fait que donnez-moi Montes. Montes sub, let's go. Je pense qu'il va continuer sa lignée là, de submission. Next up, Dante Johnson versus Cody Brundage. Notez ici que Brundage prend le combat relativement short notice. Johnson qui devait affronter Dusko Todorovic. Fait que je pense que c'est quand même un turnaround assez rapide là, pour Brundage. Si on regarde ici là, le résumé, 7-0 pour Dante, 11-8-1 pour Brundage. Un autre qui a la couleur d'arc-en-ciel dans son Tapology. Là. Attendez-vous à des surprises là, quand il monte dans la cage. Moins 900 plus 580, les odds sont complètement ridicules. Honnêtement, je pique Dante Johnson à moins 900. Là. C'est un gros stairway pour moi là, en termes là, de bet. 27 ans, 31 ans pour Brundage. Un combat chez les middleweight, 6 pieds, 5 et 8. La portée qui est tout de même de l'avantage de Johnson avec 2 pouces de plus. Communauté, vous voyez, c'est one-sided là, énormément. Puis si on regarde là, les odds, ça a changé depuis moins 900. Encore d'actualité, là, c'est complètement fou là, à mon avis. Écoutez, Dante Johnson, prospect intéressant certes, mais très unproven. Si on va regarder son résumé au UFC level jusqu'à présent. Le gars il fait du MMA depuis 1 an et demi. Je sais qu'il a un background dans d'autres disciplines, mais MMA professionnel, 1 an et demi, c'est très très peu. Il n'est jamais allé à la décision, je ne me trompe pas. Il est 7 victoires, mais ce sont 7 finishes. Fait de quoi il a l'air late dans les rounds, c'est un gros point d'interrogation. Je pense que c'est la première fois qu'il allait au deuxième round dans son dernier fight contre le bum Cedric Dumas. Vous direz ce que vous voudrez de Cody Brundage, mais ça reste un step-up en compétition, là, à mon avis. Contender Series, grosse win par KO en 1 minute-ish. Puis contre Cedric Dumas, oui, il y a eu la sub au deuxième round, mais il s'est quand même fait takedown
au premier par Dumas, qui est pas très doué, qui est le pire combattant de toute la division, mais il a été cut, fait qu'on peut plus dire ça. Mais bref, il s'est fait takedown. Dumas qui fait des weird shit, qui est vraiment à chier. Il réussit quand même à avoir un peu de contrôle contre Dante, qui garde son calme, qui réussit à passer au travers le premier round, à avoir des takedowns lui également. Finalement, deuxième, réussit à sécuriser là, la guillotine sans trop de difficultés. Donc, Dante qui a une bonne lutte aussi, mais sur Cody Brundage qui a un bon niveau de wrestling sur la scène collégiale, entre autres. Puis, on l'a vu aussi, même au UFC level, utiliser sa lutte à quelques reprises, que ce soit offensivement ou défensivement. Pas sur une bonne streak, mais Cody Brundage est dangereux au premier round. La majorité de ses victoires sont par knockout. Il y a 7 KO à sa fiche et la grande majorité sont au premier. Je pense que c'est pas la totalité. On peut aller vérifier, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Là. Mais Cody Brundage au premier round, en général, il est dangereux. Il va throw du gros 8. Donc, vous voyez, il y a 6 KO, dont 5 au premier round. Donc, la majorité de ses wins, il arrive au premier. Même ses subs, vous voyez, il y en a 3, il y en a 2 au first round. Fait que c'est pas impossible. 7 KO, c'est parce qu'il y a une disqualification. C'est pour ça que ça comptait là-dedans dans les stats. Mais bref, il y a beaucoup plus d'expérience sur UFC level. Il a fait des 3 rounds, même si c'est pas toujours chic. On sait qu'il est capable de se battre jusqu'à la décision. Souvent, il a tendance à être le plus petit fighter, puis à se faire out muscle, out physical. Puis dans ce cas-ci, ça sera, oui, peut-être out physical. Je veux dire, Dante Johnson, c'est un tank. Mais Cody Brundage, il va être un petit peu plus grand par rapport à lui. Je pense qu'il y a la lutte pour rivaliser avec Dante Johnson early. Debout, les deux sont dangereux. Fait qu'écoutez, même si je pense que Dante Johnson a beaucoup plus de potentiel qu'un Brundage, puis qu'il devrait gagner ce fight-là, surtout short notice. Tu sais, Cody Brundage, il pourrait causer la surprise. On le dit souvent, là, il y a une victoire par disqualification, il y a un draw, il y a un no contest à sa fiche dans ses derniers fights. Fait qu'il pourrait causer une surprise, il pourrait chercher un way out, même si c'est une perte de points de Dante Johnson à cause de des coups derrière la tête ou des weird shit de même. C'est expect the unexpected quand que Cody Brundage combat. Fait qu'écoutez, à moins 900, j'ai-tu vraiment envie de lay chalk sur Dante Johnson? Non, absolument pas. Ça va rester mon pick. Je pense qu'il y a des outils pour battre Brundage, probablement le finir. Mais il manque encore beaucoup de choses à découvrir sur Dante Johnson, du moins pour ma part, là, avant de leaner avec une très haute confiance là, sur lui, même si c'est contre un gars comme Cody Brundage. So, le pick, ça reste Dante, mais soyez prudents là, si jamais vous l'avez là, dans toutes vos parlays, là, ça pourrait être un qui vous burn là, sur cette carte-ci. Next up, on a Cody Garbrandt, l'ancien champion des bantamweight contre Long Xiao. 14-7 pour Cody, 27-10 là, pour les Chinois, assez impressionnant là, à son âge, qui est le favori dans ce combat-ci. Et spoiler alert, je side avec lui. 27 ans, 34 ans. Combat chez les bantamweight, 5 et 8 pour les deux. Quand même un bon avantage de reach là, de 4 pouces et demi là, du côté du Chinois. Communauté, du côté de Gambrandt, c'est surprenant là, vu les odds. Mais pour moi, c'est un Long Xiao pick. J'ai même un bet sur ce combat-là. J'en parle dans un instant. Si on regarde les odds, ça l'a-tu bougé? Moins 170, plus 145. Fait que pas vraiment. Ça reste moins 150. OK, ça continue de se resserrer comme ça. Et ça va peut-être titiller mon attention également. Puis écoutez, Garbrandt, j'ai toujours de la misère à prononcer son nom. On va l'appeler Cody. Le troisième Cody là, de la carte. Un combattant qui a eu un downfall assez impressionnant au UFC. Commencé, vous voyez ici le Guns Ablaze, ça remonte à loin, là, c'était à l'époque que je commençais à suivre le UFC. Donc Guns Ablaze, 6 grosses victoires de suite, 4 knockouts. Cody a une bonne boxe, très puissant, des bons counter-punch, capable de mixer les kicks, même plus récemment. Puis il y avait une histoire, il y avait un hit avec Cody, avec TJ Dillashaw, qui était le champion. Non, c'était Cody, champion. Il a gagné la belle contre Cruz ici. Performance vraiment impressionnante. Ça, c'est peak là, Cody, si jamais vous voulez aller le voir. Très impressionnant. Mais après ça, le downfall a débuté. Perdu sa ceinture contre TJ Dillashaw. Un combat où, actually, il a gagné le premier round, il a drop TJ à la fin du premier round, il a knockdown. Solide, là, un gros shot sur la babine. Finalement, Dillashaw qui revient deuxième round, puis c'est lui qui va stun Cody avec un head kick.
puis une deuxième fois là, avec un punch, si je ne me trompe pas. C'est pas des situations souvent avec Cody où il se fait knock-out cold. C'est plus qu'il se fait sonner, puis il réagit vraiment pas bien une fois sonné. Il shell, il se défend pas adéquatement, puis il se fait terminer avec des shots, que ce soit dans le ground and pound, ou même parfois là, plus au niveau du clinch, si on check leur deuxième affrontement. Donc, il se fait wobble facilement, puis il se défend pas bien une fois que c'est fait. À mon avis, Cody, c'est la définition parfaite d'un glass cannon. Il frappe fort, il a de la puissance, il est rapide, il est très très vite, mais il a de la misère à encaisser. Après ça, le rematch, ben, c'est pratiquement un rinse and repeat. Il y a même eu du succès en début de combat. Finalement, TJ qui trouve le KO encore une fois, mais cette fois-ci encore plus tôt au premier round. 2 knockdowns là, en l'espace là, d'un round. Bad look. Ensuite, contre Pedro Munoz. Il se fait KO au premier. Un autre combat, back and forth, il y a du succès. Puis on dirait que quand il y a du succès, souvent Cody devient un peu overzealous, careless. Puis finalement, c'est là qu'il se fait clip. Puis tu sais, Pedro Munoz, qui est un bon fighter, mais qui n'est pas du tout reconnu pour être là, un knockout artist. Regardez ici, là, vous voyez, je pense qu'il y a 10 wins au UFC, Pedro. Un KO contre Cody. Puis sinon, un KO, un deuxième combo, il y a ce level contre Matt Obar. Fait que c'est vraiment pas Pedro Munoz, un gars qui est reconnu pour sa puissance. Puis finalement, il a réussi à flatline là, Cody. Pas le meilleur look. Après ça, il y a eu une belle performance. Il est revenu un knockout assez spectaculaire contre Raphaël Assunção. Si on s'en souviendra, c'est très très beau KO. Buzzer beater au deuxième round d'ailleurs. Contre Rob Font, c'est fait peace up. Ensuite, il a décidé d'aller à 125 livres. Ça s'est pas bien passé. Cara France, 125 livres, l'a knocké au premier round de façon assez expéditive, on va le dire comme ça. Ensuite, il a réussi à avoir 2 victoires contre Raven Jones, qui est mauvais, à mon avis. Très mauvais. Où est-ce qu'il a fait plus utiliser d'ailleurs sa lutte. Cody qui a un background de lutte, faut pas l'oublier. A réussi à battre Old Man Brian Kelleher, mais je veux dire, c'est le ghost de Brian Kelleher. Pas superbe. C'est fait smoke par Davison Figueiredo au sol cette fois-ci. Puis son dernier fight contre Raoni Barcelos. On était du côté de Barcelos d'ailleurs. On avait des paris sur lui par décision. Il s'est fait dominer quand même encore une fois compétitif en début de fight. Mais Barcelos qui rend ça un vrai dogfight, qui pousse un gros pace. Cody qui ralentit, qui est pas à l'aise. Même si Barcelos c'est pas un power puncher, on voit qu'il est pas à l'aise de manger des coups. Puis écoutez, à ce point-ci de sa carrière, Cody Garbrandt, ce serait ma grand-mère contre lui, sûrement que je paierais ma grand-mère. C'est une façon de parler, mais vous comprenez. Je pense qu'il va toujours être live pour se faire TKO contre à peu près n'importe qui. Puis je pense honnêtement que Xiao Long a une très grosse chance de mettre knockout Cody Garbrandt ce samedi. Xiao Long qui n'est pas reconnu non plus pour être un power puncher. Mais le style, ce qu'il amène à la table, je pense que c'est un nightmare là, pour Cody. Ou l'inverse, il pourrait se faire clip solide également. Je pense qu'il y a un des deux qui va se faire knocker. C'est mon take. Je serais surpris que ça aille là, à la décision de ce combat-ci. Puis j'explique pourquoi. J'ai dit Cody, c'est un très bon counter-puncher. Mais Xiao Long, son striking est décent, entre guillemets, mais c'est le genre de dude qui va crash dans le pocket. Il va swinger pour arracher la tête avec des gros shots. Fait qu'il va pas rentrer avec des petits shots techniques, poc, puis travailler à distance. Il va crash in, lancer des gros shots, ce qui fait qu'il est beaucoup exposé au counter. On l'a vu d'ailleurs contre Yu, contre Kwang Lee, il se fait hit à plusieurs reprises là, avec des counter hooks. Une bonne arme là, de Cody Garbrandt. Fait qu'il pourrait se faire clip solide à ce niveau-là. Je pense que Cody va être plus rapide, surtout au premier round. Fait que ça va être là qu'il va être live pour clip un Xiao Long. Mais sinon, Long, il met beaucoup de pression. Il va pousser un gros pace. Il va rendre Cody inconfortable. Puis je pense que justement, il crash avec des shots un peu reckless. S'il touche une bonne fois Cody Garbrandt, ça pourrait être night là, pour lui. Même s'il n'est pas connu, encore une fois, pour ses qualités de knockout artist. Bon, on l'a vu au troisième round contre Kwang Lee. Mais même dans son combat contre Su Young Yu, il pousse un gros pace puis il lance des solides shots parce que Yu est durable. Là. Jamais Cody Garbrandt pourrait encaisser le beating que Yu a reçu. Puis d'ailleurs, à mon avis, c'est un combat qu'il aurait dû gagner. C'est une décision unanime pour Yu, mais personnellement, je la donnais à Xiao Long, même après réécoute. Fait que particulier ici. Écoutez, je pense que Cody n'a pas le chin pour survivre 3 rounds contre Xiao Long. À moins qu'il réussisse à le clipper early dans le fight, je pense que ça va être une mauvaise soirée là, pour lui. Puis sinon, Garbrandt, on l'a vu utiliser sa lutte récemment.
Xiao Long, qui est principalement, il est plus connu même pour ses qualités de grappler. Si on regarde ici, là, je l'ai. Xiao Long, qui est 9-0 au submission sur ses 27 victoires, fait qu'il a un très bon grappler. Dans ses derniers fights, c'est plus ses adversaires qui tentent de l'amener au sol, mais je pense qu'il a les capacités pour annuler ou du moins rivaliser avec la lutte de Cody, soit se relever ou même le reverse. Cody qui pourrait peut-être se faire ça, who knows, mais je tends vraiment plus du côté du knockout. Puis les odds, plus 500 Xiao Long par KO, là, honnêtement, je pense que c'est une value assez crazy. Comme je vous disais, le menton de Cody, je le faderais contre à peu près n'importe qui. Fait qu'à plus 500 contre un Xiao Long qui va rentrer careless, qui va soigner des grosses bombes. Let's go, ça mérite un small poke à mon avis. Fait que je side du côté là, du Chinois ici, qui pour gagner sa plus grosse win, même si Cody est wash, à mon avis, ça reste là, un gros nom à voir sur son résumé. So, let's go, Xiao Long pour la victoire. On est rendu à la main card. On a le premier rematch de la carte en Grégory Rodriguez Robocop versus Bruno Ferreira. Un rematch intéressant. Écoutez, on a Robocop 18-6, 15-2 pour Bruno. Slight favorite là, pour j'allais dire le Brésilien, mais les deux sont brésiliens. Là, pour Robocop, 34 ans, 33 ans. Honnêtement, je pense que Robocop a clairement 40 ans. Il y a peut-être une petite erreur là, au niveau de l'âge quelque part. 6 pieds 3, 5 et 10. La portée, par contre, 3 pouces, donc peut-être moins représentatif là, que la grandeur, que la différence de taille, pardon. La communauté plus du côté de Rodriguez. C'est quand même surprenant étant donné que c'est Bruno qui a gagné le premier affrontement avec un knockout assez brutal là, au premier round. Si jamais vous ne l'avez pas vu, là, c'est un beau finish. Les odds qui se resserrent un petit peu sur BetOnline, mais ça reste tout de même là, dans le même range que Tapology. Puis écoutez, si on regarde un peu ce que les deux nous ont offert depuis le fameux rematch, honnêtement, de mon côté, c'est comme back and forth le pick. Je ne sais pas trop de quel bord ça va aller. Je pense que ça va être un combat violent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va tomber. On sait qu'on dit souvent que les rematchs ne sont jamais pareils que le premier affrontement, mais ça pourrait être un cas où ça se passe de la même façon, j'ai l'impression. Grégory Rodriguez ici qui s'est fait knocker par Bruno Ferreira. Puis je pense que c'est d'ailleurs le UFC. C'était-tu son UFC début? Contender, c'était le UFC début de Bruno Ferreira, fait quand même assez impressionnant. C'était peut-être même un combat qui avait pris short notice. Donc, gros knockout sur Grégory Rodriguez qui avait plus d'expérience au UFC à ce moment-là, clairement. Là, il commence à en avoir un petit peu plus. C'est fait knocker Bruno Ferreira par Ruzi Boev. Après ça, il y a eu des belles victoires. Stolfus, AOS, perdu contre Abus, troisième round, c'est fait sub. Puis, il est sur une petite streak de 3 wins. Armen Petrosian, sub, McVeigh, sub. McVeigh a peut-être un pass, il n'est pas très doué. Vettori a gagné décision unanime. La première décision de Bruno Ferreira en carrière. De tous ses combats professionnels, il y en a 17. C'était la première fois qu'il allait à la décision. Honnêtement, props à Vettori parce qu'il a encaissé des patates dans ce fight-là. Bruno Ferreira qui est tout petit pour la division, 5 et 10, 185 livres, c'est minuscule, mais il pack à punch, il est assez mobile puis athlétique tout de même. Je pense même qu'il a un background de capoeira, je ne me trompe pas, fait que c'est un combattant plutôt évasif, il bouge bien, il switch beaucoup, puis quand il rentre, c'est pas avec les coups les plus techniques, mais c'est avec bad intention, il cogne très très fort. Il y a un sneaky good jiu-jitsu également. On l'a vu se faire takedown à quelques reprises, mais on dirait que son gabarit lui permet d'exploser rapidement, puis de rouler, puis de retourner sur ses appuis, sur ses jambes assez vite. Difficile à contrôler une fois au sol. C'est pas oui, c'est fait sub contre Abus, mais je pense que c'était plus une question de gasting pratiquement là, ici. Pas son style demande beaucoup d'énergie, puis c'est pas pour rien là, que souvent il se rend pas à la décision. Il va avoir tendance à finir ses adversaires assez rapidement ou se faire finir en retour. Fait combattant intéressant, je pense pas que c'est un top 5, top 10 material dans la division, mais il va toujours être là pour des fun fights. Puis du côté là, de Grégory Rodriguez, j'allais dire inconstant, mais il a toujours tendance à pull up des belles petites streaks, mais je pense que ça reste quelqu'un de chini dans l'âme. Donc, très gros hammer. Quand il met ses mains sur vous autres, ça va pas bien.
Il cogne très très dur, mais il peut se faire chin-check également. Il s'est fait knocker contre Jordan Williams. En fait, il y a 4 défaites par KO en carrière, dont 3 au UFC level. Donc Jordan Williams à Contender Series l'a knocké au premier round. Ensuite, il est rentré au UFC tout de même. Il y a eu 2 belles victoires. D'ailleurs, contre John Young Park, c'est un gros fight, back and forth. Il a perdu décision Petrosian, mais sinon, vous voyez, beaucoup de knockouts. C'est un très bon Jiu-Jitsu guy. Je pense qu'il ne sait pas comment le titre en Jiu-Jitsu, mais il est tombé en amour avec sa puissance puis le striking, j'ai l'impression. Ici, il y a eu le petit revers contre Bruno Ferreira où il se fait clip. Je pense que c'est une grosse main arrière. Je ne me souviens plus si Bruno était gaucher-droitier quand ça se passe. De mémoire, c'est une left, mais je pourrais me tromper. C'est un one-punch, walk-out, knockout. Puis après ça, il est quand même revenu. Belle performance. Cannonier, Grégory Rodriguez, là, qui piece up Cannonier en début de combat, qui le massacre. Finalement, il gaz out Cannonier qui revient, puis qui réussit à chercher le KO. Un pic qu'on avait d'ailleurs fait ici. Et depuis, le KO contre Hermansson, c'est un des knockouts les plus brutales et sans pitié que j'ai vu. Et il vient de la belle win. Honnêtement, c'est une belle victoire là, contre Roman Kopylov. Fait que, Robocop, il est capable du meilleur comme du pire, j'ai l'impression. Puis c'est 2 gars qui vont pas reculer. Je pense pas qu'ils vont. Même si. En tout cas, si Grégory Rodriguez il fight hésitant à cause de leur premier match, je pense que ça va être à son désavantage. J'ai vraiment l'impression que ça va être semblable à la première fois. Les deux, ils vont crash dans le pocket, ils vont swinger des bombes, puis que le meilleur gagne. C'est vraiment comme ça que je vois le fight. Fait que c'est assez volatile comme duel. J'aurais tendance à s'aider du côté du underdog, vu mon impression, le narratif que j'ai du fight. T'sais, si les deux sont pour crasher l'un contre l'autre puis s'envoyer des grosses patates, j'aurais plus tendance à s'aider du côté de Bruno Ferreira, qui je crois est plus durable à ce point-ci qu'un Grégory Rodriguez. Mais encore une fois, si ça s'extend, je pense que Grégory a probablement le meilleur cardio. Fait que c'est très volatile là, comme combat. Au moment où on se parle, je pense que je vais pick Grégory Rodriguez. Mais c'est le genre de pick que je pourrais flip d'ici demain. Soyez à l'affût là, sur Instagram demain. C'est là que je vais mettre mes picks officiels. Non mes bets, mes picks. Honnêtement, c'est un des combats que j'ai le plus de misère à trancher là, de toute la carte. Fait que vite comme ça, gun to my head, let's go Grégory Rodriguez. Mais c'est pas un pick définitif. Prochain combat, Drew Dober qui fait son retour face à Michael Johnson. 28-15 pour Drew Dober, 24-19 pour Johnson, 2 vétérans du UFC à ce point-ci de leur carrière. On a un coin flip au niveau des odds, 37 ans, 39 ans. Combat chez les lightweight, pour la taille, la portée, léger avantage là, pour Johnson, 2 pouces de plus au niveau de la taille, 3,5 pouces de plus de range. Tapology, même la communauté, j'avais pas vu, 50-50, niveau des odds, de quoi ça a l'air. 50-50 aussi. Personnellement, je pense qu'il y a un des deux qui va tomber. Ça va terminer en knockout, j'ai l'impression. Et je du côté de Michael Johnson. Je pense que lately, il paraît mieux. Il y en a encore un petit peu plus dans le tank. Même niveau de la durabilité, ça a toujours été suspect contre les power punchers. Mais j'aime moins ce qu'on voit de Dober récemment. Et écoutez, si on entre un petit peu plus en détail, Drew Dober, on a un bon striker, solide. Toute sa carrière pratiquement est basée justement sur sa... Pas toute, il a quand même un bon skill set, mais je veux dire, il a toujours été reconnu pour être extrêmement durable, un très bon menton, capable de prendre des bons baitings puis de revenir quand ses adversaires fade et les terminer. Donc, il y a beaucoup de millage là, sur l'engin en Drew Dober. Puis il s'est fait crack dans les dernières années, puis depuis j'ai l'impression que ça l'a vraiment affecté sa durabilité. Oui, c'était déjà fait knockdown, wobble, etc. Mais knockout solide, ça, c'était jamais arrivé. Puis c'est arrivé en 2023 contre Matt Trevola, qui est pas un... Il cogne dur, oui, il faut le donner, mais c'est pas nécessairement un super striker. Dober s'est fait finir au premier round. Il conteste un peu après le finish, mais c'est un bon stoppage à mon avis. Un bon retour contre Ricky Glenn, mais qui est un petit peu plus... à ce point-ci, je veux dire, Ricky Glenn, c'était plus nécessairement un super fighter, du moins de mon point de vue. Perdu la décision contre Moïcano, je ne le classerais pas comme un gros beatdown qu'il a subi dans ce cas-ci. Contre Jean Silva, il a reçu beaucoup de dégâts. C'est un doctor stoppage à cause des coupeurs, mais Drew Dober qui se fait piece up. Je veux dire, c'est compétitif par moment, mais il reçoit encore une fois une grosse quantité de dégâts dans ce duel-ci.
Contre Manuel Torres, il se fait flatline au premier round. Une autre fois, il est sonné, il se relève, c'est plus trop où est-ce qu'il est. Il conteste, mais c'est un bon stoppage. Puis tu sais, c'est pas ces deux losses-là qui, pour moi, sont les red flags pour Drew Dober. Je veux dire, tu mets Michael Johnson demain contre Jean Silva puis Manuel Torres, Michael Johnson se fait smoke, à mon avis. C'est pas ça le point. Le plus gros red flag, à mon avis, c'est son dernier fight contre Kyle Prepolek. Kyle Prepolek, qui est pas un mauvais combattant, on le connaît, là, de la scène régionale canadienne. C'est pas un mauvais fighter, mais je pense pas qu'il est du niveau nécessairement d'un Michael Johnson, même à 39 ans. C'est un striker décent, mais il est beaucoup moins rapide, beaucoup moins explosif. Premier round, Dober qui était quand même un gros favori dans ce fight-là. Dober qui a un bon premier round, qui outstrike Prepolek, qui place les meilleurs coups. On dirait que Kyle a de la misère à trouver son timing. Comme je dis, il est moins rapide un petit peu, pas super explosif, mais il pack a good punch. Puis deuxième round, Prepolek, en termes de nombre, vous voyez, c'est Dober qui a placé le plus de coups significatifs, mais allez voir le fight, là, Kyle Prepolek, il gagne le deuxième round haut la main, il place les plus gros damaging shots. Il ne touche pas une tonne de fois Dober, mais Dober il a tendance à apporter le dégât très facilement. Pas besoin de le frapper 50 fois pour qu'il coupe, justement, pour qu'il y ait des coupures, que ça se mette à saigner, des bruises. Il y a le tibia fendu, il y a la face fendue après le deuxième round. Puis Kyle Prepolek, il ne s'est pas compté comme un knockdown, mais il drop Drew Dober dans les dernières secondes du round. Allez le voir si vous en souvenez pas, là, mais un gros shot, les genoux flanchent. Fait que, écoutez, c'est pas un super look. Puis le troisième round commence. Assez tôt dans le round, c'est Kyle Prepolek qui avait le momentum à ce point-ci. Là, c'était 1-1 là, au niveau des rounds. Drew Dober qui place un solide coup de pied dans les couilles de Prepolek. Ça a l'air à faire mal. Il prend le 5 minutes au complet. Il enlève un point même sur la carte des juges pour Drew Dober. Ça a été un double-edged sword parce que Dober il a perdu le point, puis aussitôt que le combat reprend, même si Prepolek a eu 5 minutes, il ne semble pas encore tout à fait à 100%, puis Dober il pousse un pace infernal, puis il trouve un TKO. Donc, dans le cas qu'il n'aurait pas perdu de points, je pense que ça aurait été mieux même pour Prepolek, il aurait eu plus de chance. Dober qui a senti le sentiment d'urgence, qui laque dans la plupart de ses fights, et trouve le finish. Mais bref, le deuxième round puis le début du fight, c'est vraiment pas un good look à mon avis. Puis du côté de Michael Johnson, il a 39 ans, mais il est encore très très rapide. C'est même, c'est même spécial, il est quasiment plus vite que dans son prime. Je sais pas s'il y a de la sauce secrète dans son régime. Mais vous voyez, à l'inverse, là, il est sur une belle petite streak ici de 3 victoires. C'est fait flatline par Diego Ferreira. Un gros overhand. Souvent, c'est ça qui va le mettre KO. Dober, il y a un gros overhand. Ça se pourrait qu'il touche le chin de Michael Johnson puis qu'il le crack. C'est pas impossible du tout. Mais je pense que early, surtout dans le combat, Michael Johnson va avoir un gros avantage de vitesse. Une boxe plus clean même. Il est plus explosif. Il frappe plus dur. Donc, contre un Drew Dober qui a un menton suspect, j'ai l'impression que Michael Johnson a plus de chances d'aller chercher la cible solidement. Si Michael Johnson fade plus tard dans le combat, Drew Dober pourrait take over. On l'a dit plus tôt, il est reconnu pour ça. Il est capable de prendre un bon beating puis de revenir plus tard dans le fight. Mais justement, j'ai pas l'impression qu'il va réussir à passer le early storm. Michael Johnson contre Darius Flower, il a out-grapple pour gagner la victoire. C'est pas un low-level guy, non, pas du tout. Contre Otman Azaitar, il a flatline, gros KO. Puis contre Zell Huber, belle performance. Oui, c'est une victoire qui vieillit un peu moins bien que ce qu'on pensait à l'époque, vu ce que Zell Huber il apporte à la table. Mais ça reste un jeune de 27-28 ans qui frappe très dur, qui a des gros kicks, qui avait du hype. Michael Johnson qui était négligé à plus 400-ish, je pense, dans cette fight-là, réussit à le knockdown. Fait que je pense vraiment que Michael Johnson, à ce point-ci de la carrière, il en reste un petit peu plus dans le tank, même s'il a 39 ans, c'est dur à dire. Là. Je pense qu'il est plus rapide, plus durable, plus explosif. Puis Dober, on voit vraiment un gros déclin, là, à mon avis, là, surtout avec la dernière performance qu'il nous a offerte. Encore une fois, c'est un pick-em, pas pour... il y a une raison pour ça. C'est un combat qui est serré sur papier, mais j'aurais tendance à favoriser Michael Johnson légèrement. C'est là du côté de Dober, no shame, je comprends tout à fait. Il y a d'autres bons arguments à faire. Michael Johnson s'est fait crack à maintes reprises, mais je pense honnêtement qu'il y a plus de chances d'aller chercher la victoire là, demain. So give me Michael Johnson by knockout pour le official pick.
Prochain fight, on a Rob Font qui va affronter Raul Osas Jr., un combat qui se matérialise enfin, qui était déjà cédulé il y a un bout et finalement qui a été cancellé. On a 22-9 pour le vet en Font, 11-1 pour le genou en Raul Osas Jr. Font qui est un gros underdog quand même, puis ça attire mon attention. 38 ans, 21 ans, gros gap d'âge, combat chez les Bantamweight. Un pouce de plus au niveau de la taille de Rosas Jr., mais vous voyez la portée, là, que c'est Rob Font qui a l'avantage, 3,5 pouces, 4,5 pouces, pardon. La communauté qui est du côté de Rosas Jr. et les odds, voyons voir, ça a bougé également. Plus 2,30, même que Rob Font qui semble être devenu un plus gros underdog. Écoutez, puis pour ma part, je side du côté de Rob Font dans ce combat-là. Je pense pas que c'est justifiable d'avoir Raoul à un prix aussi élevé. Raoul Osas Jr. qui revient tout de même d'un lay-off décent, presque un an d'inactivité. Devait se battre contre Font. Il a dit à des places qu'il était blessé à la côte. Il a dit à d'autres places. En tout cas, il a sorti des raisons différentes là, de part et d'autre. Fait que pas trop d'activité récemment. Il y a des drôles de discours aussi. À 25 ans, je vais être champion, je prends ma retraite. C'est correct de voir grand, mais je veux dire, pour le moment, tu as encore beaucoup de choses à nous prouver là, avant que ça se matérialise. Peut-être te battre plus qu'une fois par année ou deux. Déjà en partant, ça va l'aider. Puis tu sais, du côté de Fun, très actif récemment, puis contre des gros prospects qui, arguably, à mon avis, sont meilleurs là, que Raul Rosas Jr. Puis écoutez, Raoul, on le sait, c'est un très bon Jiu-Jitsu guy, c'est un très bon grappler, mais il y a encore plein de choses à nous prouver dans les autres départements. Je pense que son striking, il est way derrière un Rob Font. On le voit sur son Instagram, il travaille beaucoup sa boxe, il va faire du progrès, mais je pense qu'il y a beaucoup de croûte à manger. C'est un genre de Jiu-Jitsu guy or bust, c'est l'impression là, que ça me donne, qui est capable de soumettre du lower level, mais contre des gars un petit peu plus complets, semble avoir de la difficulté là, à trouver là, les finishes. Donc, vous voyez, Contender Series, Mando Gutierrez, il a dominé, c'était une belle performance où il a contrôlé au sol pour la majorité. Tout de même tombé dans un sub à thème, s'en est sorti. Il était tout jeune, écoutez, il fait du progrès, il apprend sa job, il faut lui donner. Next up, il y a aussi des vieux, il soumet Jay Perrin, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut. Christian Rodriguez lui a infligé sa première revers, c'était un gros upset, je me souviens bien. On a vu les limitations dans ce combat-là de Rosas Jr., que s'il y a du grappling, puis il domine vraiment debout, fine, ça va aller de son côté, mais contre quelqu'un qui a un bon takedown defense, des bons scrambles, puis capable de renverser la vapeur, qui a plus de cardio aussi, Raul Rosas Jr., qui tend à gazer souvent dans ses fights. On a vu que c'était pas beau. Là. Il y a eu 4 minutes 50 de contrôle, bien commencé, mais vous voyez, 3 takedowns sur 16. Il s'est fait contrôler pour 7 minutes et demie. Il s'est fait outstrike. C'était pas un beau display de Rosas Jr. Il est revenu avec 2 belles wins. Donc, Terrence Mitchell, KO, TKO, premier round, fine. Ricky Turcios, on le breakdown plus tôt. C'est un combat avec un premier round serré où Rosas Jr. il réussit à avoir des takedowns early, mais il se fait reverse. Puis Ricky Turcios s'est réussi à prendre le dos de Rosas Jr. au premier round. C'est serré, je veux dire. Il y a le rear naked choke pratiquement locked, mais on l'a vu, Rosas, il a un très gros menton, il est comme ça, puis il n'est pas capable de passer en dessous. Finalement, Rosas le reverse pour le deuxième round. On voit comment ça s'est terminé. Mais reste que il est susceptible là, à give up des positions avantageuses debout et tomber dans des positions compromettantes. Puis contre Aori Shileng et contre Vince Morales, des combats un petit peu plus haut niveau à mon avis, mais encore une fois, c'est du très mid-level. Réussi à dominer en grande partie avec son wrestling, à accumuler du control time, mais n'est pas capable d'aller chercher des grosses opportunités comme dans les autres occasions contre le lower level. Puis c'est d'ailleurs 2 combats qui sont allés à la décision. Et 2 combats où Raoul a droppé un des 3 rounds. Donc, vous voyez ici, là, 29-28, 29-28, 29-28. Il tend à fatiguer plus le combat s'extend. Je pense que dans ce cas-ci, c'était le 2e round contre Aori Shileng qui a droppé. Pas réussi à avoir un seul takedown, se fait outstrike, ou du moins, en termes de nombre, c'est semblable, mais se fait passer les coups les plus significatifs. Donc, pas réussi à faire aller sa lutte au 2e. Puis contre Vince Morales, c'est plutôt le dernier round de mémoire là, où il fatigue et Vince réussit là, à avoir les plus gros moments, on va dire. Puis, encore une fois, vous voyez, 29-28, 29-28, 29-28.
Je parlais du point de spread cette semaine sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai en tête ici. Je pense que même si Raoul il gagne une décision, je ne le vois pas finir Rob Font. Je pense que Rob Font va être capable de voler minimum un round, mais peut-être même 2 sur la carte d'un jeu. Split decision, c'est écrit partout sur ce fait-là, j'ai l'impression. Et ça, c'est si Rob Font ne gagne pas. Je pense qu'il est vraiment live, honnêtement, pour la victoire. C'est un gros step-up en compétition pour Raoul. Debout Rob Font, des niveaux au-dessus, on l'a dit un petit peu plus tôt. Oui, dans le passé, il a été susceptible au takedown, même que je m'étais trompé, je pense que c'est dans la décision partagée avec Max. Je disais, il me semble qu'il y a un bon takedown defense. Non, Rob Font, il n'y a pas un bon takedown defense historiquement. Par contre, il y a du cardio, il a amélioré son get-up game, il est plus difficile à contrôler. Je pense qu'il va arriver là avec Team Firas du TriStar avec un solide game plan. C'est la deuxième fois qu'il se prépare pour Raoul. Les fois qu'on l'a vu se faire expose le plus au sol, c'était pas tout beau là, contre Corey Sandhagen, entre autres. Vous voyez, il s'est fait takedown 7 fois sur 25 minutes. Il y a peut-être une partie de ça qui a rapport avec l'effet de surprise. Tu t'en vas te battre contre Corey, tu penses pas que tu vas te faire out-grapple puis amener au sol à répétition. Mais Corey s'est blessé, je pense que c'est un triceps qui s'est déchiré au premier round, puis il a décidé de lutter pendant tout le long. Contre Figgy, je pense que Figgy, on dira ce qu'on voudra. À ce point-ci de sa carrière, il était beaucoup plus physique, puis même un jiu-jitsu pour un meilleur qu'un Raul Rosas Jr. S'est fait dominer pour la majeure partie au sol. Contre Philippe et Matsumoto, c'est des combats vraiment serrés contre des gros prospects. Vous voyez Philippe qui réussit à avoir des takedowns. Mais plus que ça va, plus que Rob Font, il réussit à se relever rapidement quand il se fait amener au sol, à ne pas se faire contrôler pour des longues périodes. Puis debout, il rend ça ultra compétitif contre un Kyler Phillips qui tend à ralentir toujours là, en mid, deuxième, troisième round, comme un Raoul Rosas Jr. Qu'est-ce qui me dit que ça pourrait pas arriver? Contre John Matsumoto, combat très serré. Encore une fois, il s'est fait takedown 7 fois, mais vous voyez, il trouve la capacité là, de se relever. Give up du control time, certes, mais outstrike Jean Matsumoto. Place beaucoup de coups, beaucoup de significant strike. Vous voyez, il a outstrike Jean Matsumoto de façon significative au premier round. Il rend ça, mais il outstrike au deuxième, rend ça compétitif au troisième. Puis ce sont deux gars qui ont des strikers way better que Raul Rosas Jr. Et sinon, son dernier fight contre Martinez, il n'a pas eu trop besoin là, de défendre les takedowns. On sait Martinez qui a battu Chito Vera la semaine dernière. C'est un striker très mobile. C'est pas du tout le même type de combattant qu'un Rosas Jr. Puis d'ailleurs, cette semaine, j'écoutais des cappers qui disaient que Rob Font, il y a moins de output, etc. à cause de ce fight-là, mais je trouve que c'est n'importe quoi. Là. C'est juste que Martinez, il est tellement mobile et explosif qu'il est difficile à toucher. C'est pas parce qu'il y a 49 coups significatifs ici qu'il ralentit, que son cardio est vraiment moins bon ou qu'il y a un moins haut output. Je pense pas. Je pense que c'est juste une question de stylistic match-up. Fait que, écoutez, si Rob Font était favori à moins 200, j'aurais pas cette discussion-là avec vous, mais si vous me donnez Rob Font à plus... Il est à combien? On l'a dit tantôt, là, Rob Font, plus 230. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de value sur son money line, son point de spread. Let's go. Rob Font par décision, ça va être mon pick, ma prédiction là, pour ce combat-là, contre un Raoul Rosas Jr. qui va devoir m'en montrer pas mal plus là, avant que je pense qu'il soit champion et qu'il prenne sa retraite là, à 25 ans. Next up, on a Caio Borralho versus Renier de Ridder. 17-2 Caio, 21-3 pour RDR, qui reviennent les deux d'un revers alors qu'ils étaient sur des belles séquences victorieuses. On a 33 ans pour le Brésilien, 35 ans pour RDR. Combat chez les middleweight, 6-1 versus 6-4. La portée, léger avantage pour RDR, 3 pouces de plus à 78. Communauté du côté de Borralho, et ça va également être mon pick là, dans ce combat-ci. Moins 230, je pense que c'est kind of accurate. Puis tu sais, pour moi, c'est vu la dernière performance de RDR, c'est vraiment difficile, à mon avis, de le backer. Caio Borralho l'a dit en conférence de presse, est-ce qu'on va voir Renier de Ridder ou Renier de Quitter? Après sa performance contre Brendan Allen, c'est vraiment tough de le backer. Oui, il y a plein de facteurs ici. Là, c'était son 4e combat en moins d'un an, je pense. 2025, même en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Le surentraînement, la suractivité, oui, c'est un facteur, but still, ça fait quoi, octobre, novembre, décembre, janvier? Ça fait, 4-5 mois. Il a pris un break un petit peu plus long. Il faut lui donner.
Mais encore là, est-ce que c'est vraiment les seuls facteurs? Est-ce qu'il a vraiment go tellement hard au premier qui a paru relativement bien contre Allen qu'il a complètement flat gas out? Est-ce qu'il y avait X, Y, Z autres facteurs en background? C'est difficile à dire, mais pour moi, je peux pas le backer après une performance comme ça. J'aurais besoin qu'il nous prouve qu'il est revenu pour de bon. Puis contre Caio Borralho, qui n'est pas nécessairement un match-up facile pour lui. Je veux dire, oui, il y a la split decision over Whittaker. Belle performance. Le KO contre Nicole, Sub Allen, qui n'a pas un très bon ground game. Puis c'est pas sa catégorie de poids respective, on va dire. Du moins, Allen, il a un bon ground game, mais c'est pas le niveau de RDR, on le sait. Contre Gerald Meechart, un autre gaucher, c'est un match-up aussi intéressant. Là. Deux combattants qui se battent gaucher, un peu comme GM3, qui est également gaucher. Puis ça a tendance à annuler certaines armes là, de Ritter, soit sa grosse gauche, son genou gauche au corps. C'est toutes des armes qui sont moins présentes là, contre un combattant du même stance là, que lui. Comme GM3, il a donné beaucoup de misère, là, debout même par moment. Gagnait certains échanges. Puis au niveau du grappling, on l'a vu, il a réussi à dominer Allen, mais par après, ça s'est corsé. Puis Caio Borralho, je pense qu'il y a des bons arguments comme quoi c'est un meilleur grappler là, que Brendan Allen. Donc, si on regarde un petit peu dernièrement, Caio vient aussi d'une défaite, mais c'était une guerre de 5 rounds contre Imavov. Il a tout donné jusqu'à la fin. Il n'a pas réussi à faire aller son grappling contre Imavov, justement, qui est un striker un petit peu plus pur, on va le dire comme ça. Une grosse performance contre Cannonier, Paul Craig, Abus aussi. Belle série de victoires. Même Mikhail Oleksiejczuk, c'est une belle win. Je pense que Caio Borralho, il a un striking beaucoup plus propre, plus technique. Je pense qu'il est plus rapide, il a un meilleur footwork, il est plus mobile. Fait que debout, The Ritter, à moins qu'il réussisse à toucher avec un haymaker ou une espèce de patate sortie de nulle part, un peu weird, je pense que Caio va avoir l'avantage. Puis sinon, au niveau de la lutte, du grappling, je vois mal RDR dominer ou ragdoll Caio Borralho. Puis si c'est le cas, est-ce qu'il peut le ragdoll pour 3 rounds? Peut-être qu'au premier round, il va avoir du succès, il serait capable d'avoir un trip dans le clinch, contrôler Caio un peu au sol, edger le premier round, mais on l'a vu fatigué de façon assez drastique à plusieurs reprises. Donc souvent, il a tendance à push through it. Je veux dire, contre Whittaker, il est complètement gaz out, mais il réussit à push au travers. Whittaker, qui l'est aussi. Caio, je pense qu'il a un meilleur cardio que lui également, probablement une meilleure durabilité. RDR qui a 3 défaites, si je ne me trompe pas. 3 défaites, puis c'est 3 défaites par KO. Je vais vérifier pour ne pas vous dire n'importe quoi, là. Mais de mémoire, c'est fait finir à chaque fois. Fait que je sais pas. Je pense que Caio il est plus durable, il est meilleur debout. Il a le grappling pour rivaliser avec 3 défaites par knockout. Il a le grappling pour rivaliser avec RDR. Fait que j'ai pas le choix de sider de son côté. Fait que donnez-moi Caio Borralho. Est-ce qu'il finit un RDR? S'il flat gaz out pas comme la dernière fois, je pense que ça va aller à la décision. Caio de décision, ce serait ma prédiction. Mais écoutez, si RDR il fade hard, je pense que Caio il pourrait le terminer un petit peu plus late dans le combat, soit end of round 2 ou voire dans le round 3. So, donnez-moi Caio Borralho pour emporter le combat en demi-finale et bounce back, revenir sur le chemin de la victoire après le revers amer qu'il a subi contre Nassourdine Imavov. Et puis la finale, le BMF title on the line, Max Holloway versus Charles Oliveira. Fight légendaire. 2 légendes, j'ai pas besoin d'en dire tant sur les deux, j'ai l'impression. Vous les connaissez tous, 2 fan favorites. 27-8 pour Holloway, 36-11 pour Oliveira. Holloway qui est le favori et je crois de façon quand même justifiée là, dans ce cas-ci. 34 ans, 36 ans. Combat chez les lightweight, 5 et 11, 5 et 10. Avantage de porter Charles, 5 pouces de plus. Là. Pardonnez-moi que Max Holloway. Communauté un petit peu plus d'ailleurs du côté de Max, ce qui reflète à peu près là, même les odds ici présents. On va regarder si ça a bougé là, depuis la weigh-in. Non, moins 200 Holloway, ça n'a pas trop bougé. Puis je pense que c'est accurate. Je pick Max. Source likely, je vais sider avec lui. Puis écoutez, je pense que son striking va être un peu too much là, pour Charles. Max, je pense que oui, il a la meilleure boxe, on le sait. Mais dernièrement, se sert de plus en plus de ses kicks même. On l'a vu contre Justin Gaethje là, principalement. Là, des beaux spin kicks, ça a bien de ses jambes.
Il a toujours utilisé ses jambes à un certain point, mais je pense que lately s'en sert un peu plus, même contre Dustin. Oui, il s'est fait crack. Max, l'incrackable, il s'est fait knocker par Ilia Topuria. Tout de même rendu au troisième round. Il s'est fait knockdown contre Dustin Poirier. Son chin, clairement, c'est plus ce que c'était tout au long de sa carrière. Mais je crois tout de même que Max Holloway a un avantage de durabilité ici. Je pense que son mouvement, son footwork va rendre ça difficile pour Charles de closer la distance et de mettre ses mains. Charles closer la distance et mettre ses mains sur Max. Pardon. Difficile à takedown, Max. Bonne defense, bonne capacité de scramble. Charles qui n'a pas nécessairement la meilleure lutte non plus. Il y a un striking sous-estimé, Charles, dangereux, oui, il faut lui donner. Il pourrait toucher avec une grosse patate Holloway, peut-être le sub. À mon avis, c'est sa façon de gagner ce combat-ci. Ça prend un club and sub pour Charles Oliveira. Sinon, je ne le vois pas trop avoir énormément de succès avec les takedowns à thème. Puis encore là, c'est le BMF title. Qu'est-ce qui va se passer? C'est dur à dire, mais Charles, il dit qu'il va pointer à terre puis qu'il veut swing avec Max. C'est pas une bonne recette, à mon avis, pour lui. Max est plus rapide, plus technique debout. Et Max Holloway, depuis qu'il a monté à 155 livres, semble cogner beaucoup plus dur là, que. Je veux dire, il y a toujours eu un pop dans ses mains. Il y a des KO, TKO, mais souvent c'était par accumulation. Pardon. Puis on dirait là, que depuis qu'il a pris du poids et qu'il a changé de weight class, il frappe quand même plus dur là, qu'auparavant. C'est un fait. Puis écoutez, Charles, il y a eu un très bon match-up contre Mateusz Gamrot, son dernier fight. On avait d'ailleurs parié Charles by sub. Mais Gamrot, pas vraiment une threat debout. Il s'est fait flatline par Ilia. Contre Michael Chandler, ça a été compétitif, mais il a dominé avec le grappling. Pas réussi à le finir, par contre. Fait que, dans le cas où Charles réussit à avoir des takedowns, est-ce qu'il va vraiment réussir à terminer la sub sur Charles? Je sais pas, justement, à moins qu'il soit vraiment sonné. Finir la sub sur Max, voyons, j'arrête pas de me mêler dans leur nom. Désolé. Mais sinon, Charles Oliveira, qui est connu, oui, il a perdu par sub, whatever, mais il s'est fait blesser dans beaucoup de combats. Presque tous ses fights, il se fait soit knockdown, soit wobble. Donc, je pense pas que ça va être une exception ici. Je pense que Max Holloway, il va le outstrike. Je pense qu'il va cumuler le dégât lentement, mais sûrement, puis qu'il va finir par trouver le chin de Charles. C'est dommage, mais c'est mon avis sur le combat. Je pense vraiment que Max Holloway va gagner par KO, TKO. Peut-être pas early. D'après moi, Charles va donner une bonne go en commençant, mais plus que les nombres de coups significatifs vont se séparer, plus que le dégât va se cumuler, je pense que Max Holloway va trouver un finish là, sooner or later dans ce combat-ci. Si Charles y gagne, je vais être super content également. On l'a dit, c'est deux fan favorites, mais je pense pas nécessairement que c'est un match-up facile là, pour lui, comme son dernier, par exemple, contre Mateusz Gamrot. Fait que je pense que les odds sont à peu près accurate à moins 200. J'aurais tendance à donner le edge à Max, peut-être qu'il gagne 6.5, 7 fois sur 10-ish. Ça serait dans mes environs en termes de probabilité. Fait que ça fait du sens à mon avis. Pour ce fight-ci, mon parlay piece favori, c'est Max Holloway, plus de coups significatifs. Je pense qu'on peut l'avoir dans un coin de moins 350-ish. Donc pour un parlay, ça peut être une très bonne leg, j'ai l'impression. Fait que demain, BMF title, écoutez, donnez-moi Max Holloway par KO, c'est ma prédiction pour la finale. C'est tout, guys, on a passé au travers. J'espère que vous allez avoir une bonne carte. Il y a des bangers du début à la fin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de combats violents, beaucoup de finish. Je vous souhaite de cacher vos bets. Et là-dessus, je vous souhaite un beau week-end. Peace.